En manchette ce soir, Armand Simard reconnu coupable d'agression sexuelle. L'homme de Berry a commis les faits sur sa belle-fille alors âgée de 12 ans. La suspension des activités à Rayem au Témiscamingue inquiète. La situation est très critique, alors on va suivre la situation de près. Et cris du cœur des pourvoiries dans la région qui craignent leur perte. C'est pas rien qui n'est pas équitable, c'est dramatique, monsieur. Parce qu'on est en train de fermer des entreprises qui font vivre des gens. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. On commence le bulletin avec la scène judiciaire. Armand Simard est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement sa belle-fille Sabrina Boudreau, alors âgée de 12 ans. Le verdict a été rendu hier au palais de justice d'Amos par le juge Marc Ouimet. Les faits remontent au mois de décembre 2014 dans la municipalité de Berry. Il s'agissait du troisième procès pour la même cause, puisque l'accusé avait déjà été acquitté en 2017, mais la Cour d'appel avait cassé le verdict et ordonné la tenue d'un nouveau procès en 2019 qui n'avait pas pu être finalisé. L'honorable Marc Ouimet a acquitté l'homme de 63 ans sur 2 chefs d'accusation d'attouchement et 1 chef d'agression sexuelle. Bon, dans un autre dossier, on vous apprenait hier que l'entreprise forestière Rayem au Témiscamingue suspend ses activités pour une durée indéterminée à partir du mois de juillet. Et Kimberly, aujourd'hui, des élus encaissent le choc de l'annonce. Absolument, Mélissa. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, m'a confié que c'était très désolant d'apprendre que près de 275 employés seront mis à pied. Et même son cloche pour Claire Bolduc, qui est préfète de Témiscamingue, elle souligne vraiment que ça va avoir un impact important sur la vitalité de la communauté. Mais M. Bernard m'a informé que la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, prévoit de mettre en place des mesures pour accompagner les travailleurs concernés. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour l'économie de Témiscamingue, considérant que Chantier Chibougamau a annoncé la fermeture temporaire de la scierie à Béarn la semaine dernière. Bref, cette situation rappelle à quel point le marché du bois est difficile actuellement selon les élus. L'usine est vraiment fragile en termes de rentabilité, puis elle perdait de l'argent. Alors, on va suivre la situation de près. Il va falloir vraiment accompagner les employés à cet égard-là et s'assurer que les 2 autres parties du complexe qui, eux, sont rentables, qu'eux puissent vraiment continuer les opérations pour ne pas avoir d'autres pertes d'emplois subséquemment dans le futur. L'impact, il est économique, il est sociologique, il est environnemental également. On peut constater aussi que d'autres usines ailleurs en Abitibi et ailleurs au Québec subissent aussi les contretemps, les contre-coups de ce contexte forestier très difficile. Et Kimberly, cette situation risque d'avoir même un impact sur toute la chaîne d'approvisionnement. Effectivement, Mélissa, la directrice générale de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, France Lemire, affirme que la suspension des activités de l'entreprise Rayem et les pertes d'emplois vont affecter non seulement le roulement des opérations, mais ça va aller jusqu'au transport également. Elle dit aussi que le gouvernement devrait intervenir pour appuyer les entreprises forestières de la région. Et malgré le contexte économique difficile, France Lemire croit que le marché forestier va s'améliorer à long terme. Il y a toujours eu des cycles dans le milieu forestier, là, fait qu'on reste très, très confiant qu'il va y avoir une reprise des marchés, une reprise économique, puis on le souhaite le plus rapidement possible. Mais on est habitué de vivre des cycles comme ça là, dans le domaine forestier, au niveau des matières premières, mais présentement, c'est ça. On est dans une période de récession. D'ailleurs, le syndicat Unifor a également réagi face à la nouvelle puisque 203 des 275 membres sont syndiqués. Par voie de communiqué, l'organisation se dit indignée par la décision de Rayem. Le syndicat précise aussi que cette annonce est survenue sans consultation ni demande d'aide. Donc, Unifor est inquiet de l'avenir de l'industrie forestière dans la région. J'imagine. Merci, Kimberly. Au plaisir. On va parler maintenant du cri du cœur des détenteurs pour la pourvoirie à droit non exclusif dans la région. Selon eux, la réglementation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts les mène tout droit à leur perte. Un reportage d'Anthony Dallaire.
Les pourvoiries à droit exclusif sont prises en otage. C'est du moins ce que pense le président de l'Association des pourvoiries de l'Abitibi-Témiscamingue. Le problème, les règles actuelles de Québec ne permettent pas aux propriétaires de pourvoiries qui paient un loyer à l'État d'acquérir le terrain où se situe leur installation. Ça fait des années et des années qu'on essaie de faire comprendre au ministère que ce serait très facile, déjà permis par la loi, de nous aider dans ce dossier-là. Puis, ça ne brimerait aucunement, ça ne privatiserait vraiment pas plus les terrains ou le territoire du Québec que ça l'était avant. Une situation qui limite le développement de ce type d'entreprise. Cela empêche également les propriétaires de se relever en cas de catastrophes comme les feux de forêt ou les pandémies. Dans la région, c'est 225 emplois directs qui sont générés par les activités des pourvoiries. Un exemple simple, de vendre un chalet ou deux pour se sauver la vie, puis pouvoir continuer et non tout perdre ce qu'ils ont. Parce que si je reviens à mes 3-4 exemples, puis que la personne n'appartient pas au terrain, puis qui n'est pas capable de recevoir de clients, donc aucune rentrée d'argent, c'est quoi son choix? C'est faire banqueroute. Dans une conférence conjointe réalisée avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue, ils sont sans équivoque. En plus du précédent enjeu, la situation favorise le développement de nouveaux terrains de villégiature privés à proximité de leur installation, impactant directement leur activité. On est inquiet pour l'avenir de ces entreprises-là. Ils vont fermer. Ils vont fermer parce que la concurrence va s'installer à côté d'eux autres. Les privés, c'est pas rien que pas équitable, c'est dramatique, monsieur. Parce qu'on est en train de fermer des entreprises qui font vivre des gens, OK, qui effectuent des achats ici en région. 10,2 millions de dollars, c'est le chiffre d'affaires par année en date de 2019 des pourvoiries dans la région. Et en ce sens, les deux organisations exigent une plus grande équité pour encourager l'essor d'entreprises régionales établies sur le territoire depuis des décennies. Le monde idéal, c'est simple. Demain matin, le ministère du MRNF donne le droit à tous les pourvoiries à droit non exclusif du Québec d'acquérir les fonds de terrain où sont situées les installations principales de leur pourvoirie. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Québec repousse d'1 an son intention d'augmenter la population de caribous dans la harde située à Val-d'Or. C'est ce que nous confirme le cabinet du ministre de l'Environnement alors qu'il dévoilait 2 projets régionaux de conservation du caribou en Gaspésie et dans Charlevoix. Des discussions avec des parties prenantes ont motivé ce recul. La population de Val-d'Or compte 9 caribous, dont seulement 3 nés dans les 3 dernières années. Et on rappelle que le gouvernement Trudeau avait lancé un énième ultimatum à Québec pour dévoiler une stratégie nationale de protection de l'espèce au plus tard d'ici le 1er mai. Et justement, parlant de cervidés, 1 mois après les consultations sur le prochain plan de gestion de l'Orignal, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de l'Abitibi-Témiscamingue a mené un sondage auprès de ses membres et la plupart d'entre eux ont voté favorablement à la modification de certaines modalités de chasse qu'Emilia Laliberté. Les chasseurs de l'Abitibi-Témiscamingue semblent favorables au changement en vertu du plan de gestion de l'Orignal qui devrait être déposé par le ministère de la Faune dans 2 ans. C'est ce que démontre le dernier sondage réalisé par la Fédération régionale des chasseurs et pêcheurs qui a été répondu par 1570 détenteurs de permis de la zone 13. Ils ont très bien répondu dans nos séances d'information. Victime un peu de notre popularité, on a rempli les salles. Ça a été vraiment intéressant, les échanges. Et surtout, le sondage maison a fait en sorte qu'on pouvait aussi avoir les commentaires des chasseurs. Ça a été fascinant à lire. Plus de 60 % des adeptes de la chasse croient que la meilleure modalité serait l'alternance, c'est-à-dire que les femelles soient permises 1 année sur 2. Le principe de tirage au sort, de son côté, ne semble pas faire l'unanimité auprès des membres, comme l'explique la présidente de la Fédération régionale. Le statu quo semble préférable à 51 puis, il serait favorable, il y a quand même une bonne proportion, 41 les gens diraient « on pourrait être favorable à cette modalité-là ». Peut-être qu'elle pourrait, justement, répondre à l'équilibre, le ratio mâle-femelle qu'on cherche tant à rééquilibrer. Le tirage au sort, en fait, serait là uniquement pour les orignaux sans bois. C'est-à-dire qu'année après année, un chasseur pourrait se prévaloir de son droit de chasse pour un orignal avec des bois. Mais ce n'est pas toujours ce qui se présente. Donc, le tirage au sort donnerait l'option d'abattre un orignal sans bois, c'est-à-dire une femelle ou un veau. 45 % des chasseurs croient que la vente et la possession d'urine naturelle devraient être interdites. L'enjeu, c'est que ça pourrait être porteur de maladies. Donc là, l'idée de retirer de la vente et de la possession
l'utilisation d'urine naturelle, bien, ça pourrait justement faire en sorte qu'on ait moins de vecteurs de maladies, de contagions, etc. La Fédération des chasseurs et pêcheurs de l'Abitibi-Témiscamingue espère maintenant que le ministère de la Faune sera à l'écoute de la population pour mettre en place les meilleures modalités. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Même si Air Canada n'offre toujours pas un deuxième vol par jour à Rouyn-Noranda, la mairesse Diane Dallaire dit constater une amélioration de la qualité de la desserte aérienne à l'aéroport. Tout près d'une soixantaine de passagers en moyenne profitent de l'unique vol quotidien du transporteur aérien vers Montréal. Et l'élu se dit donc confiante que l'aéroport pourrait voir l'offre être bonifiée. Diane Dallaire dit avoir également des échos que les retards d'Air Canada ont diminué dans les dernières semaines. Et entre-temps, la mairesse confirme prendre part à des discussions avec certaines compagnies aériennes et ainsi espérer qu'elles s'établissent sur le territoire. Tous se disent intéressés, mais tous vivent certains problèmes, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, des équipements, bon, la disponibilité. Bref, mais tous sont d'accord pour dire qu'il y a un potentiel intéressant à Rouyn-Noranda. On travaille avec l'aéroport de Val-d'Or. Vraiment, il y a des efforts communs qui sont faits présentement pour justement tenter d'améliorer aussi l'offre de services régionale. Alors, ça, c'est une belle nouvelle pour les citoyens de la région. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que la qualité de la desserte aérienne régionale s'est améliorée? Vous avez répondu non à 85%. Un garage résidentiel a été la proie des flammes ce matin à Lassar. Le feu se serait déclaré à l'intérieur du garage pour une raison encore indéterminée. Et c'est vers 6 h ce matin que le service des incendies a été appelé à se rendre dans le secteur de la rue Vallée, dans le domaine du Buc. À l'arrivée de la quinzaine de pompiers, le brasier s'était généralisé, mais il a rapidement été maîtrisé. Collé sur une résidence, la chaleur des flammes a causé des dégâts mineurs à la maison et à un cabanon qui était situé sur le même terrain. Et heureusement, personne n'a été blessé dans l'événement considéré comme accidentel par les autorités. À Malartic maintenant, la mine canadienne Malartic annonce la fermeture temporaire de l'observatoire du Belvédère à partir d'aujourd'hui. Contactée ce matin, l'entreprise nous affirme que cette fermeture est due à des tests dans la fosse. Et toujours selon l'entreprise, les tests devraient durer environ une semaine, après quoi l'observatoire sera rouvert au public. La ville confirme qu'un avis sera émis à la population pour les informer d'une date de réouverture précise. Et d'ailleurs, en parlant de mines, Vior, une société junior d'exploration minière dans la région, achète les concessions minières de l'ancienne mine Belle-Terre au Témiscamingue. Soutenue par la corporation minière Osisko, la transaction dans Belle-Terre Or est évaluée à 2 100 000 $. Des travaux de forage sur 60 000 mètres sont prévus cet été. La mine Belle-Terre a produit 850 000 onces d'or entre 1936 et 1959. Vior œuvre aussi sur le projet Skyfall qu'elle qualifie de prometteur à Lebel-sur-Quévillon. Et on termine ce premier bloc d'informations avec Québec qui octroie 2,5 millions de $ pour soutenir des projets visant à contrer la violence conjugale et familiale en contexte autochtone. L'appel de projet est ouvert d'ailleurs depuis aujourd'hui et les organismes posant leur candidature devront répondre à plusieurs objectifs. On parle par exemple de l'accompagnement des victimes de violences, le rétablissement et la guérison des victimes, ainsi que le développement et le transfert des savoirs. Chacun des projets retenus se verra attribuer un maximum de 250 000 $. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Une Témiscamienne sort son premier roman qui s'appelle L'amour dans la grosse pomme Julia. Il est sorti le 3 avril dernier. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Situé au bord de la rivière des Outaouais, Algonquin Canoe Company offrira à sa clientèle locale et touristique une nouvelle offre d'expédition guidée sur différents plans d'eau du territoire Anishinaabe.
La programmation estivale 2024 propose notamment du canot au clair de lune, une sortie en bateau dans la baie du Canal et une excursion du complexe morénique du lac Émeraude. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Justine, la témiscamienne Isabelle Barrette sort son premier roman. Oh oui, là, je fais appel aux fans de comédies romantiques. Les éternels amoureux et amoureuses. Ben, le livre L'amour dans la grosse pomme d'Isabelle Barrette va vous faire capoter. C'est l'histoire de Julia, une réalisatrice qui déménage à New York pour donner vie à son rêve de réaliser des films. Mais là, elle doit commencer au bas de l'échelle, fait qu'elle réalise des vidéoclips et là, elle tombe amoureuse avec le chanteur du band pour lequel elle travaille. Fait qu'elle vit vraiment l'amour dans la grosse pomme. C'est le premier livre d'Isabelle et il est disponible dans les librairies et les commerces de la région. Dans ce tome, on suit Julia, mais ses 4 amis auront aussi droit à leur moment de gloire dans la suite de cette série de 4 livres. À la base, j'avais écrit l'histoire de 4 femmes qui s'en allaient vivre à New York. Une grande aventure. Puis, ils déménageaient leur pénate là-bas et ils s'achetaient une maison là-bas. Puis voilà. Mais avec mon éditeur, ils m'ont demandé d'écrire 4 tomes sur chacune des filles. Comme ça, j'ai pu élaborer puis mettre un petit peu plus de viande autour de l'os sur chacune des histoires. Puis les 4 tomes, en fait, ils sont interreliés parce qu'on a comme la perspective, c'est l'histoire de chacune des filles. Donc, là, pour le moment, c'est Julia qui est le personnage principal. Les 3 autres filles qui sont Cassandra, Anna et Rose sont des personnages secondaires. Et là, le tome 2, c'est Cassandra qui sort à l'automne. Et là, Julia va devenir un personnage secondaire. Et ils se lisent indépendamment, sauf que, moi, je recommande de les lire. Si on veut avoir l'histoire globale, là, et tout savoir, en lisant Julia, on se dit, ah, il me semble que j'aurais aimé ça, savoir ce qui se passe pour Rose. En lisant, on a toutes les facettes en lisant les 4 tomes. Isabelle sera à la 48e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue à la Sarre du 23 au 26 mai prochain. Vous pourrez la rencontrer, acheter son livre, lui faire demander des dédicaces et aussi voir son livre L'amour dans la grosse pomme. Et ce qui donne encore plus le goût de lire ce livre-là, c'est que l'histoire des 4 femmes qui déménagent vivre leur vie à New York a été pensée ici, en Abitibi-Témiscamingue, pendant qu'Isabelle était au secondaire. Vraiment, j'ai le Témiscamingue tatoué sur le cœur. Donc, mais c'est ça. Moi, j'ai vécu aussi à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or. Puis, quand j'étais au secondaire à Rouyn-Noranda, j'étais avec mes meilleures amies, puis on était dans le sous-sol d'une de mes amies, puis on écoutait du rock là, des années 90. Puis, je me suis mis à écrire l'histoire de 4 femmes. On était 4 amies. L'histoire de 4 femmes, puis nous inventer une vie extraordinaire. Sauf que là, avec le temps, j'ai mis ça de côté. Puis là, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, tout ça. Mais là, pendant la pandémie, à un moment donné, on se tournait un petit peu les pouces et tout. Et là, un peu d'anxiété et tout. Donc, j'ai sorti cette histoire-là des boulamites. Donc, puis je me suis replongée dedans. Bon, évidemment, là, j'ai retravaillé beaucoup dessus. Je suis allée me chercher aussi un prof littéraire qui m'a aidée à vraiment peaufiner, à me donner, c'est ça, je me suis donné des outils pour bien m'aiguiller et tout ça. Et là, voilà. Et Justine, Margot Lemire reçoit un hommage de la municipalité de Lamotte. Effectivement, décédée au début du mois de mars dernier à l'âge de 77 ans, Margot Lemire est vraiment une femme qui a grandement marqué la vie culturelle de la région, des poèmes, des pièces de théâtre et surtout la création du show de la Motte qui font partie de ses accomplissements. C'est pourquoi lors du spectacle annuel du show de la Motte, la semaine dernière, le maire a confirmé qu'une loge du centre communautaire, qui est aussi une salle de spectacle, portera son nom. L'élu a rappelé l'apport important de l'artiste comme pionnière de la culture de la région. Les gens, ses amis qui l'ont côtoyé pendant des années, pensaient que c'était peut-être une bonne suggestion de mettre la loge, parce que faisant des spectacles, on a comme une loge, au nom de Margot Lemire. Puis tout de suite, on a trouvé que c'était une bonne idée, puis on a accepté. On va mettre une coupe de belles affiches pancartes, là, bien fait, à l'entrée puis à la loge.
En terminant, le film Souterrain de la réalisatrice val-d'Orienne Sophie Dupuis sera diffusé ce soir au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Il plonge au cœur des mines où les défis, les triomphes de ceux qui œuvrent dans l'ombre pour extraire les richesses de notre terre sont mis en valeur. Après la projection, vous pourrez discuter avec la réalisatrice Sophie Dupuis. C'est une occasion unique de découvrir les coulisses et la création de ce film. La cycliste rwanda-randienne Olivia Barry termine 3e à une course en Espagne sous les couleurs de Movistar. On vous donne tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. La cycliste rwanda-randienne Olivia Barry a décroché une 3e position lors de la 3e étape de la Vuelta España Femenina en Espagne aujourd'hui. Cette 3e position représente le meilleur résultat d'Olivia Barry dans une étape d'un grand tour. L'étape s'est déroulée entre Lucena et Teruel dans le sud de l'Espagne sur un parcours de 130 km. Elle est la Québécoise même la mieux classée au classement général en 18e place pour cette compétition. Et dès demain, l'athlète sous les couleurs de Movistar entamera la 4e étape longue de 142,3 km. Toujours au sport, l'instructeur des Citadelles M15, Maxime Sauvageau, se retire après 7 ans d'implication derrière le banc de la formation. Selon le responsable de la structure dans l'organisation, Gary Park, le professeur d'éducation physique souhaite se consacrer à des projets personnels et à sa vie familiale. Monsieur Sauvageau, qui a aussi joué 2 ans avec l'équipe, n'exclut pas la possibilité d'un retour éventuel. L'entraîneur joindra l'équipe le 15 juin prochain lors du tournoi de golf marquant les 60 ans des Citadelles au club de golf d'Aller à Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, on le voit, mais le temps est toujours à la pluie. Effectivement, Mélissa, là, je ne vais pas vous mentir, j'envie ceux qui ont attendu que l'hiver soit fini avant d'aller dans le sud. Parce que là, nous autres, on a l'humidité frette, la pluie qui nous colle à la peau. Puis ça va rester pendant les prochains jours. Ce soir et cette nuit, en Abitibi, on a de la pluie avec un minimum de 5. Aussi de la pluie pour le Témiscamingue, mais avec un minimum de 7. Demain, en Abitibi, de la pluie intermittente, mais on monte de quelques degrés avec un maximum de 14. Et au Témiscamingue, aussi de la pluie et un maximum de 12. Et un petit aperçu pour jeudi en Abitibi, des averses avec un maximum de 18. La température se réchauffe et même chose pour le Témiscamingue. On garde ça entre nous, là, mais il y a un petit oiseau qui me dit que le soleil ferait une belle apparition vendredi. Fait qu'on va en profiter. Ah oui, ça c'est sûr. Merci, Justine. Merci de nous avoir suivis ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve demain.